Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier point d'information sur RTI 1. Voici le titre de ce journal. 210 millions de francs CFA, c'est le montant de plusieurs dons offerts par la Première Dame à l'occasion de la célébration de la Fête des Mères ce vendredi à Koumassi. Remise de chèques et dons en vivres et non-vivres ont meublé la cérémonie. Comment prévenir les accidents de travail et que faut-il faire face au non-respect des dispositions de sécurité au travail dans de nombreux milieux professionnels? Le dossier de ce soir, Vite d'ici, sera consacré à la sécurité au travail. C'est à suivre dans ce journal. Et puis, usée par l'interminable saga d'un Brexit qu'elle a échoué à mettre en œuvre, la première ministre britannique Theresa May, au bord des larmes, a annoncé ce vendredi sa démission. Une démission qui renforce l'hypothèse d'un départ du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. Bienvenue sur RTI 1. La première dame de Côte d'Ivoire était ce vendredi dans la commune de Koumassi. Dominique Ouattara s'y est rendue pour marquer l'édition 2019 de la Fête des Mères. La première dame a procédé à la remise de chèques aux femmes dans le cadre du FAFSI. Des vivres et non-vivres ont également été distribués. Le film de la rencontre avec Jérôme Kofi Aboulin. Une fête des mères qui donne encore l'occasion à la première dame Dominique Ouattara de se retrouver avec toutes les mamans de Côte d'Ivoire. L'édition 2019 de cette célébration mondiale de la gente féminine. Cette fois, c'est à travers les femmes de Koumassi, l'une des communes du district autonome d'Abidjan, que l'épouse du président Alassane Ouattara décide d'honorer les mamans de son pays, en même temps qu'elle-même est honorée, surtout en sa qualité de la première des mamans en Côte d'Ivoire. Une présence que le maire de Koumassi, dans son allocution de bienvenue, ne manque pas de saluer. Madame la Première Dame, aujourd'hui est un grand jour pour nous, habitants de Koumassi. Un jour à inscrire en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre commune. Car c'est véritablement la première fois que Koumassi s'honore de la visite d'une Première Dame. C'est également l'occasion que saisit la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour exprimer la gratitude des femmes à la Première Dame et son époux le président Alassane Ouattara au regard des actions qu'ils n'ont de cesse de mener pour leur épanouissement. Madame la Première Dame, les femmes de Côte d'Ivoire, vos sœurs, vous disent infiniment merci. Nancy, Mo, Ayoka, Niche, pour tant de solidarité, tant d'affection et de générosité à leur égard. Elle vous prie également de bien vouloir transmettre au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, leurs différentes salutations et leur infinie gratitude pour son engagement pour la défense des droits des femmes. Pour sa part, la Première Dame, en saluant le rôle des mamans dans la société, évoque le même plaisir qu'elle a chaque fois qu'elle se retrouve avec ses sœurs. Dans toutes les communautés, les mamans jouent un rôle très important, car en plus de donner la vie, elles assurent l'éducation des enfants et la pérennité des valeurs sociales. Par ailleurs, les mamans développent au quotidien des trésors de patience et de dévouement envers chacun des membres de la famille. Elles ont par conséquent une grande responsabilité en ce qui concerne l'équilibre et l'harmonie familiale. C'est pour toutes ces raisons que je prends grand plaisir à célébrer chaque année toutes les mamans de Côte d'Ivoire en allant à leur rencontre dans une commune que nous mettons à l'honneur. Ainsi, après Yopougon, Adjamé, Odiéné, Agboville, Abobo, Bouaké, Trècheville et Cocody Akwedo, nous avons choisi cette année la commune de Koumassi pour répondre à votre invitation, mes chères sœurs. Cette journée de célébration de toutes les mamans me donne également l'opportunité de vous dire à quel point je suis sensible au travail remarquable que vous accomplissez chaque jour. Vous vous battez pour soutenir vos familles avec dynamisme et courage. Vous êtes des exemples et des modèles à suivre pour les futures générations.
J'aimerais de ce fait profiter de cette occasion pour féliciter et encourager toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui ne reculent devant rien pour le bien-être de leur famille. Autre temps fort, en plus des allocutions, le défilé des femmes qui se sont succédées en étant habillées conformément aux habitudes vestimentaires dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, des concours sportifs, culinaires, ainsi que des plus belles mamans suivies de récompenses et des mamans âgées de 80 ans et plus célébrées. À noter par ailleurs les échanges de présents, des tableaux très symboliques à la première dame qui, de son côté, ne rate pas l'occasion de faire parler une fois de plus son cœur. À son actif, des remises de chèques aux femmes de Koumassi dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI, sans compter des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 210 millions de francs CFA. Le tout dans une ambiance féerique. Et quand on se donne un moment de prière dans une telle manifestation pour avoir la bénédiction divine, la fête est faite pour connaître un succès éclatant. Les artistes chanteurs invités pour l'occasion, on peut le dire, n'ont pas failli à leur réputation, celle d'offrir la joie, rien que la joie pour la circonstance au moment célébré. L'Assemblée nationale a reçu les députés membres du comité interparlementaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Présents en Côte d'Ivoire, ces parlementaires prennent part à la 27e session extraordinaire de l'institution parlementaire sous-régionale. Le point des activités du comité interparlementaire de l'UEMOA avec Moussa Konaté. Ils sont à Abidjan pour la 27e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. Ces députés de l'espace monétaire ouest-africain sont reçus par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Le terrorisme et puis la monnaie unique. Nous étions venus pour statuer sur ça pendant 4 jours. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire nous a accueillis. Il s'est fait représenter à l'ouverture par l'un des vice-présidents. Et c'est tout à fait normal qu'à la clôture de notre session, il fallait qu'on vienne lui dire au revoir et puis lui rendre compte des travaux. Le comité interparlementaire de l'UEMOA est une institution sous-régionale d'intégration parlementaire. Il est composé de députés issus des pays de l'UEMOA. Véronique Aka Amena est depuis le mois d'avril dernier la présidente pour un mandat d'1 an. Parlons à présent des finances publiques. Les membres de l'hémicycle ont pris connaissance du budget programme, le nouveau mode de gestion des finances publiques qui fera son entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Leur a été présenté hier jeudi par le secrétaire d'État chargé du budget. Le nouveau budget programme présenté aux députés s'accompagne d'innovations. On en sait un peu plus avec Mahama Traoré. Ce jeudi, Moussa Sanogo n'était pas au Parlement pour présenter ou défendre un projet de loi. Le secrétaire d'État chargé du budget du portefeuille de l'État portait plutôt la casquette de formateur, avec pour module à enseigner aux parlementaires les grandes lignes du budget programme qui entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain. C'est une réforme qui vise notamment à offrir au Parlement une meilleure visibilité dans les choix budgétaires, à accroître l'efficacité de la dépense publique et à améliorer le service public rendu aux citoyens. Dans la mise en œuvre du budget programme, le Parlement aura un rôle majeur, d'où l'importance d'avoir une idée claire et précise des principales caractéristiques de ce nouveau mode de gestion budgétaire. 3 heures d'échange pour comprendre les prérogatives des parlementaires avec le nouveau mode de gestion budgétaire. Avec le budget programme, un débat d'orientation budgétaire aura désormais lieu entre le gouvernement et le Parlement. Le budget programme permet également aux parlementaires d'auditionner les ministres et même de solliciter la Cour des comptes pour une éventuelle enquête. C'est une bonne démarche, la démarche qui consiste à basculer dans la programmation sur la base des résultats plutôt que sur la base des moyens. Il y aura une transparence, une plus grande transparence. C'est ce que nous souhaitons. L'innovation qui a retenu mon attention est que beaucoup de choses se feront maintenant encore plus facilement que par le passé. Surtout le contrôle est interne. Malgré ces innovations, les parlementaires nourrissent des préoccupations quant à l'impact réel du budget programme sur le bien-être des populations.
Le principe de l'amélioration de l'efficacité de la dépense que nous visons à travers le budget programme doit donner davantage de marge à l'État pour résoudre les problèmes des populations. Donc si nous avions peut-être une dotation de 100 pour pouvoir construire une autre, si du fait de la mise en œuvre du budget du programme, nous avons plutôt une marge de 120, 20 peuvent être consacrés à l'amélioration de l'accès en eau potable dans les différentes régions du pays. Avec de telles assurances, Moussa Sanogo a pris rendez-vous avec les parlementaires pour le mois de juin. Cette fois, il sera question du premier débat d'orientation budgétaire dans le cadre du budget programme. Hors de la Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien des Affaires étrangères a effectué une visite de travail de 72 heures au Mexique. Il s'agissait pour Marcel Amontano de travailler au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays depuis près de maintenant de 44 ans. Le chef de la diplomatie ivoirienne a eu plusieurs séances de travail avec les autorités mexicaines. On fait le point avec Michel Digré. Un mémorandum d'entente en matière de coopération académique signé avec son homologue mexicain, Luis Ebrard. Pour le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, c'est un protocole qui jette les bases de la redynamisation de la coopération entre les deux États. Nous avons convenu que nous aurons, dès l'année prochaine, en début d'année probablement, la réunion du mécanisme de coopération entre les deux pays, qui est l'équivalent un peu de la commission mixte, et qu'à l'occasion de cette réunion, nous définirons les secteurs prioritaires pour lesquels nous souhaitons donc redynamiser notre coopération. Au siège du Sénat, Amontano a invité les autorités mexicaines à une synergie d'action à l'effet de booster les échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. Après 44 années de relations, force est de relever que celle-ci ne reflète pas les énormes potentialités des deux pays. Aussi, convient-il de conjuguer nos efforts afin de hisser le niveau de notre coopération bilatérale à la hauteur des grands atouts de nos deux pays. Osons et construisons ensemble un pont sur l'Atlantique. Brisons et dématérialisons cette frontière maritime pour un partenariat sincère, novateur et mutuellement bénéfique pour nos deux pays, leurs peuples et entre nos deux continents. Cette visite a été également marquée par une séance de travail au Parlement mexicain. En marge de celle-ci, le chef de la diplomatie ivoirienne a été l'heureux récipiendaire du prix Micro d'Or décerné par l'Association nationale des présentateurs du Mexique. Ce prix distingue ainsi la Côte d'Ivoire pour ses efforts et son engagement dans les processus de recherche de paix dans le monde. Retour en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle était ce vendredi face à la presse. Il tenait à marquer son mécontentement suite à la rétention des notes des élèves, une décision prise par la coalition des enseignants du secteur éducatif ivoirien et engendrée par la suspension du mot d'ordre de grève. Je vous propose l'éclairage de Grace Kando. Les syndicats membres de la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire décident de suspendre leur mot d'ordre de grève, mais avec rétention des notes. Face à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle monte au créneau pour dénoncer cette attitude. Au regard des principes fondamentaux de la pédagogie, l'évaluation est un élément essentiel du processus de l'enseignement-apprentissage. Elle permet de mesurer, il s'agit de l'évaluation, les progrès de l'apprenant et de renvoyer à l'enseignant l'effet produit par son travail aux fins de l'améliorer si nécessaire. Le 10 ans, Ibrahima Kourouma se réfère au droit syndical. Les enseignants membres de la COSEPSI, en confisquant les notes des élèves, violent le droit syndical en ce sens que la suspension du mot d'ordre de grève devrait entraîner la reprise totale des activités d'enseignement. Cette attitude est contraire aux obligations qui pèsent sur les fonctionnaires au terme du statut général de la fonction publique qui dispose en son article 23 alinéa 2, je cite, « Le fonctionnaire doit servir l'État avec loyauté, dignité, intégrité et dévouement. Il doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. »
Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle interpelle la COSEPSI et ses membres sur leurs responsabilités afin qu'ils se ressaisissent. Il appelle également les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans le dialogue social. Le centre de protection de la petite enfance d'Anono Village dans la commune de Cocody a dorénavant sa cantine scolaire, un réfectoire offert par Éric Tabar, protocole du président de la République, et qui s'engage à soutenir les pensionnaires bénéficiaires. La structure sous tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant devrait permettre la prise en charge optimale des enfants. Désiré Fofi, Didier Nguessan. Les 700 pensionnaires du Centre de protection de la petite enfance, CPPE, les minimes d'Anono, sont en fête. Ils célèbrent leur journée d'excellence. Le parrain, Éric Tabar, directeur du protocole du chef de l'État, offre une cantine scolaire. C'est vrai que d'autres mangent dans les classes, mais il y en a qui vont manger dehors. Et moi, je dis, bon, il faut qu'on fasse attention à ça. C'est un don du cœur et puis ça rentre dans le droit fil de ce qu'a décidé le gouvernement, c'est du social. Nous tenons à dire vraiment merci à M. Éric Tabar pour ce grand geste qu'il a fait pour les enfants. C'est une joie pour nous et pour les enfants, aussi pour les parents. Nos structures ont un triple rôle. Le rôle de protection d'abord de l'enfant, le rôle d'éducation et veille de l'enfant et le rôle de permettre au moment d'aller à l'autonomisation. Donc quand l'enfant est bien pris en charge, les mamans peuvent aller vaquer à leurs activités génératrices de revenus. En plus du bâtiment, des chaises et tables viendront meubler la cantine pour le bonheur des tout-petits. Les enfants de la grande section, la promotion sortante, ont reçu leur diplôme et des présents. Le Centre de protection de la petite enfance prend en charge les enfants sur les plans pédagogiques, socio-affectifs, cognitifs et nutritionnels, entre autres. Il en existe 87 sur le territoire national. De même, l'on dénomme 122 centres d'action communautaire pour l'enfance, CACE, situés dans les zones rurales et périurbaines. Ces deux structures prennent en charge 17 050 enfants au total. Le CPPE d'Anono Village, avec ses 700 pensionnaires, est le plus grand de Côte d'Ivoire. Un mot de pêche à présent. La ministre gabonaise de la Pêche et de la Mer a séjourné à Abidjan. Priska Nlendko est venue s'inspirer de l'organisation du mode de gestion qui ont fait du port d'Abidjan le premier port thonier d'Afrique. Accompagnée de son homologue ivoirien, elle a visité le port de pêche d'Abidjan. C'est un reportage signé Jean-Louis Bangbo. Une opération de débarquement du thon, point d'orgue de la visite de la ministre gabonaise de la Pêche et de la Mer au port de pêche d'Abidjan. Priska Nlendko n'a pas caché son enthousiasme devant le dynamisme de l'activité sur cette plateforme. La Côte d'Ivoire est réputée dans non seulement la transformation du thon, mais également elle détient des usines, des industries qui peuvent transformer ce thon. Le Gabon, c'est 800 km de côte, ou un peu plus de 800 km de côte, et c'est beaucoup de ressources halieutiques qui, jusque-là, n'ont jamais été débarquées dans le port de Libreville. En venant m'inspirer du modèle ivoirien, fort de son expérience, de sa maturité, je pense pouvoir faire quelque chose pour le compte du gouvernement gabonais. La ministre gabonaise de la Pêche et de la Mer a également visité les deux conserveries de thon. Celles-ci produisent 60 000 tonnes de boîtes de conserve et emploient 15 000 personnes. Nous aussi, nous irons voir ce qui est fait au Gabon et peut-être même aussi nous inspirer de leur exemple. On dit qu'il y a beaucoup de poissons au Gabon, mais du point de vue de la population, nous sommes plus nombreux qu'eux. Nous avons besoin aussi de faire venir du poisson du Gabon en Côte d'Ivoire. Avant sa visite sur le terrain, la ministre gabonaise a échangé avec le directeur général du port autonome d'Abidjan sur le projet de modernisation et de réhabilitation du port de pêche. Des réalisations qui ont permis de booster le trafic des produits de mer. En 2018, ce sont 930 000 tonnes de produits de mer qui ont été traités, dont plus de 350 000 tonnes de thon, ce qui fait d'Abidjan le premier port thonier d'Afrique. Un mot de cinéma à présent. Le Festival de Cannes s'achève demain en France. Ce rendez-vous mondial du cinéma qui rassemble tous les grands pays du 7e art enregistre la participation de la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne multiplie à cet effet les rencontres professionnelles pour le développement du 7e art dans notre pays. Envoyé spécial dans les Alpes-Maritimes, Serge Coléa.
Derrière les projecteurs, le tapis rouge et le ballet des célébrités, le Festival de Cannes offre aux milliers de participants un village international. Il abrite une cinquantaine de pays installés dans des pavillons promotionnels. Dans ce haut lieu d'exposition du cinéma mondial, la délégation ivoirienne a multiplié les rencontres professionnelles. Objectif, profiter des meilleures opportunités qui s'offrent. C'est le cas du Canada qui envisage une collaboration avec la Côte d'Ivoire dans l'axe de la francophonie. On a parlé des rencontres de coproduction francophone auxquelles pourraient se joindre des participants de la Côte d'Ivoire. On a parlé des ateliers Grand Nord au Québec, qui sont des ateliers qui portent sur des échanges concernant des scénarios. Et puis, on a parlé des règles de coproduction. Formation des techniciens et acteurs, résidence d'écriture avec une bourse d'aide aux cinéastes de 5 000 €, ce sont quelques-unes des propositions du Centre national du cinéma et de l'image de Tunisie qui invite la Côte d'Ivoire à rejoindre le Cintou Sud-Sud. Le Cintou Sud-Sud, c'est un projet de coopération cinématographique entre pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. On essaie de créer un réseau du Sud. C'est pas normal que les pays africains se trouvent dans un réseau du Nord, alors qu'entre nous au Sud, il n'y a rien qui nous lie. Grâce au ministre de la Culture qui a vu que en se frottant au grand port de cinéma, nous pouvons apprendre. Nous pouvons coproduire, on peut avoir du matériel. Autant de perspectives qui sont radieuses pour la Côte d'Ivoire. Et là, je m'inscris vraiment dans ce sens-là et que le ministre, vraiment, il a eu le nœud creux de nous envoyer ici pour nous frotter au plus fort, à ceux qui ont vraiment le cinéma, disons, en tradition. La délégation ivoirienne s'est aussi ouverte les portes du marché du film qui réunit les professionnels ainsi que les potentiels financiers d'œuvres cinématographiques. Je vous donne à présent lecture du communiqué du ministère de la Culture et de la Francophonie sur la situation au Burida en novembre 2018 suite à une saisine par un collectif d'artistes sur la gouvernance au Burida. L'inspection générale de l'État a engagé un audit aux fins de vérification des allégations mentionnées. Le gouvernement a alors recommandé aux différents groupes d'artistes l'attente de la suite et des recommandations de cet audit avant de poursuivre les réformes engagées depuis 2011 et garantir une meilleure gouvernance du Burida, alors même que l'audit est aujourd'hui achevé et ses conclusions attendues ces jours-ci. Le même collectif a pris l'initiative d'organiser un sit-in le 14 mai 2019 pour réclamer le limogeage de la directrice générale. En réaction, d'autres groupes d'artistes s'organisent pour des manifestations diverses, conférences de presse, sit-in ou autres. Ces différentes manifestations, tant dans les rues, les médias que les réseaux sociaux, tendent à dégrader davantage les relations fraternelles entre les artistes et à troubler la quiétude des Ivoiriens. Le ministre de la Culture et de la Francophonie tient à rappeler les artistes de notre pays au calme et à la retenue. Selon de récentes études, le milieu professionnel devient de plus en plus nocif pour le travailleur, en cause le non-respect des dispositions de sécurité au travail et dans de nombreux milieux professionnels, la réalité est tragique. Le dossier Vidici est ce soir consacré à la sécurité au travail. Il a été réalisé par Eugène Atoubé. Depuis l'an 2010, j'ai eu l'accident. C'est une machine qui m'a pris en l'air et je suis descendu sur mes jambes au niveau de ma hanche. Un hernie discale. Depuis lors, j'ai mal aux pieds, je n'arrive pas à marcher. Accidenté du travail depuis 2008, suite à une agression lors d'une mission recommandée par l'autorité portuaire. Hier, travailleur plein d'énergie. Aujourd'hui, Huguette et Hubert sont devenus respectivement accidentés de travail et malades professionnels. Ils bénéficient d'une couverture médicale totale grâce à la Caisse nationale de prévoyance sociale qui leur verse une rente au regard du Code du travail. L'accident du travail, il est défini comme tout accident qui survient sur le lieu du travail ou du fait du travail
Donc tout accident qui peut survenir dans ce cadre-là est considéré comme accident de travail et on parle dans ce cas d'accident de trajet qui survient aux travailleurs. Donc tout ça c'est pris en compte dans le cas des accidents de travail. Les accidentés de travail et malades professionnels bien organisés sont réunis dans un cadre d'expression, la Fiat M3P. Cette fêtière joue un rôle important pour le réarmement moral nécessaire des accidentés de travail et malades professionnels en cessation d'activité, de sorte à pouvoir s'insérer dans le tissu socio-économique. Siège de la CNPS au Plateau. La Fiat M3P participe à un panel sur la fonction sécurité en entreprise. Pour les accidentés de travail et malades professionnels encore en activité, pareille rencontre est occasion à capitaliser. Nous avons beaucoup de jeunes qui arrivent au travail, qui ne sont pas forcément sensibilisés sur les questions de santé et sécurité au travail. Beaucoup de seniors sont maintenus en milieu de travail et ils ont des risques qui leur sont propres, qu'il faut pouvoir gérer. C'est l'occasion de se projeter dans l'avenir du travail afin d'élaborer de nouvelles stratégies de prévention. Nous faisons beaucoup de sensibilisation parce que les travailleurs ne sont pas toujours conscients du fait que le milieu du travail représente un risque pour eux. Pour nous en faire une idée claire, direction Mbadon, village nouveau quartier dans la commune de Cocody. De lundi à samedi, maçons, ferrailleurs, peintres, plombiers, électriciens et menuisiers sont à la tâche. Ont-ils seulement idée de la responsabilité de leur employeur et de leur droit à travailler dans les conditions de sécurité et de santé au travail? Seule certitude, ces ouvriers ont besoin d'argent. Quand la semaine finit, en tout cas, on donne ce qu'on a à donner, on les donne normalement leur main-d'œuvre. On a les échafauds métalliques, voilà, qui est bien garanti, en tout cas qui est bien positionné pour faire le crépissage, en tout cas en toute sécurité. Je me suis engagé dans le domaine de menuiserie maintenant, ça fait au moins 5 ans maintenant. On est protégé quand même, on n'a jamais eu d'accident de travail, ça arrive, mais à la grâce de Dieu, ça n'y a jamais arrivé, quoi. Pourtant, ce qui est vu dans nombreux milieux professionnels révèle que c'est dans une situation d'exposition permanente aux dangers et risques divers que le travailleur se trouve poussé. Réalité troublante à Boubou. Nous avons sillonné plusieurs garages. Dans ces milieux de travail encore englués dans l'informel, la problématique de la sécurité et de la santé au travail est abordée sous un prisme bien différent. On n'a pas des blouses, des chaussures de sécurité, on travaille comme ça. C'est que c'est pour notre sécurité, mais si on n'a pas les moyens. Quand les moyens ne sont pas là, ces équipements-là, où il faut les avoir? Les petits moyens qui est à notre position, c'est avec ça que nous pouvons pouvoir se débrouiller, puisque nous sommes tous dans l'informel. Personne ne vient à notre aide. Donc quand c'est comme ça, là, vraiment c'est difficile. Les drames sur les lieux de travail sont nombreux. La Caisse nationale de prévoyance sociale indique que le secteur privé enregistre en moyenne 7000 cas d'accidents de travail et 30 cas de maladies professionnelles par an. Ce n'est pas faute d'un engagement de l'État à prendre la question à bras-le-corps. Notre pays a intégré dans son code du travail des dispositions pertinentes visant la réduction des risques professionnels. Au plan institutionnel, l'inspection de la santé et de la sécurité au travail et l'inspection générale du travail veillent à l'application de la législation et de la réglementation en sécurité et en santé sur le lieu du travail. Chaque minute, 604 travailleurs sont victimes d'un accident de travail dans le monde. Employeurs et leurs associations, travailleurs et leurs syndicats sont appelés à se mobiliser pour mettre en application les textes de loi relatifs à la sécurité et à la santé au travail en Côte d'Ivoire. Je vous donne à présent lecture de cet autre communiqué. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan porte à la connaissance des populations abidjanaises que les opérations d'inhumation dans le cimetière de Williamsville seront temporairement suspendues à partir du 8 juin 2019. Cette décision s'explique par le fait que ce cimetière, en service depuis 1968, a aujourd'hui atteint la limite de ses capacités d'accueil, ce qui nécessite d'importants travaux de rénovation.
d'inhumation. Cette mesure de fermeture ne concerne pas les opérations d'inhumation en terrain réservé constatées par un arrêté de réservation ou par la quittance de règlement et dans les carrés affectés depuis l'ouverture de ce cimetière aux communautés villageoises d'Agban village et d'Adjamé, d'Abidjan Adjamé. Toutefois, les cimetières d'Abobo et Yopougon restent ouverts. Le district autonome d'Abidjan s'excuse pour tous les désagréments qui pourraient résulter de ces dispositions. Signé Robert Begré-Mambé. Usée par l'interminable saga d'un Brexit qu'elle a échoué à mettre en œuvre, la première ministre britannique Theresa May a annoncé vendredi sa démission, renforçant ainsi l'hypothèse d'un départ du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. Theresa May a précisé qu'elle démissionnerait de ses fonctions de chef du Parti conservateur et donc de chef du gouvernement le 7 juin prochain. Elle s'exprimait il y a quelques heures devant le 10 Downing Street, formulant un profond regret de ne pas avoir été capable de mettre en œuvre le Brexit. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à vous sur RTI 1.